Bernard est contrôleur à la caisse d'allocation familiale de Marseille. Son métier, détecter les fraudeurs. Ce matin, il part sur une grosse affaire. 24 personnes percevraient 2 allocations sans y avoir droit, le RMI et l'allocation d'aide au logement. Là, en fait, nous sommes sous l'autoroute et la tour où nous allons aller est contiguë à l'autoroute. On a été alerté par un administrateur qui nous a notifié que des gens pouvaient éventuellement se faire domicilier ici sans y habiter. Des gens qui utiliseraient donc une adresse fictive pour toucher des allocations. Une combine classique chez les fraudeurs. Quand il arrive dans l'immeuble, Bernard comprend tout de suite la supercherie. La porte d'entrée a disparu et sur le mur, une multitude de boîtes aux lettres. A priori, il y aurait une vingtaine de logements dans l'immeuble et il y a le double de boîtes aux lettres. Ce ne sont pas des boîtes qui ont été normalisées, donc c'est des boîtes rajoutées au fur et à mesure. On voit que bon, il y a différentes tailles, différentes couleurs. Il y en a même là en bas à gauche, je n'avais pas vu. Il est fort probable que des gens reçoivent du courrier sans y habiter, quoi. Des boîtes aux lettres qui ont donc été posées uniquement pour recevoir le courrier de la CAF. Les habitantes de l'immeuble confirment les soupçons du contrôleur. Est-ce que les boîtes aux lettres correspondent à des gens qui vivent ici? Ou est-ce qu'il y a des boîtes... L'autre, ils vivent ici, à l'autre, ils ne vivent pas ici. Et pourquoi ils mettent leurs boîtes aux lettres? Je ne sais pas. Hein. Parce qu'il n'y a pas la porte là dehors, il n'y a pas la porte. Les gens, ils rentrent comme ça. Regardez la boîte. Je l'amène ici avec la clé. Après, les gens, ils rentrent, il est cassé la boîte comme ça. Et moi, la boîte, c'est celle-ci. L'autre là, il ne cohabite pas ici. Ah, il n'habite pas ici? Ouais. Et celui-là aussi, et celui-là. Il suffit d'aller acheter une boîte aux lettres et la fixer sur le mur. Et ça vous fait une adresse? Voilà, le facteur distribue le courrier. Pour les fraudeurs, une petite boîte à 10 € comme celle-ci est un investissement plutôt rentable. Elle peut rapporter jusqu'à 1 400 € d'allocation par mois pour un couple avec 3 enfants. Comme tous les lundis matins, Bernard le contrôleur vient chercher ses dossiers au bureau. Depuis 14 ans, il travaille à la caisse d'allocation familiale des Bouches-du-Rhône, la plus importante de France. Il est 8h30, une quarantaine de personnes se bousculent à l'accueil. La CAF de Marseille distribue chaque jour 4,5 millions d'euros de prestations. RMI, allocation familiale, aide au logement, pour n'en citer que quelques-unes. 4,5 millions d'euros d'argent public qui attire les spécialistes de l'arnaque. Oui, mais d'accord, mais là vous avez changé non seulement de nom, mais aussi de date de naissance, c'est pas possible. Traquer les indices, repérer les fraudeurs, c'est le travail des 17 contrôleurs. Chaque semaine, ils vérifient près de 500 dossiers suspects, un travail minutieux qui s'apparente parfois à une enquête policière. C'est difficile, mais enfin, bon, il faut montrer que nous sommes là et que nous sommes sur le terrain pour essayer d'enrayer ce style d'action, quoi. Voilà. Ce matin, Bernard doit rencontrer 2 familles. Elles sont officiellement domiciliées à cette adresse, mais il les soupçonne de vivre à l'étranger. Ce n'est pas la première fois que le contrôleur vient ici. Il a toujours trouvé porte close. A priori, il n'y a personne, quoi. Ça vous énerve? Ouais, ça me contrarie un peu, ouais. Pourquoi? Ah. Bonjour. Oui. La caisse d'allocation familiale. Oui. Je vous ai envoyé un petit Rendez-vous. Oui. Je peux rentrer, hein, je peux vous voir? Allez. Quelques questions à vous poser. Merci. Hop. Voilà. Attendez, je vous rends tout ça. Voilà, donc on a essayé de vous rencontrer précédemment au mois de juin. Oui, j'étais pas là, j'étais en voyage. C'est vrai, non, mais c'est vrai qu'on s'est un peu interrogé puisqu'on a su que vous étiez parti pendant l'été. Il faut testimonier, hein. Mais bon, c'est tout mais à fait... on a quand même le droit de partir. C'est légitime. Oui, oui, mais bien sûr, bien sûr. La famille était bien à l'étranger, mais pour des vacances. Le séjour a duré 3 mois, le temps autorisé pour continuer à toucher les prestations de la CAF.
Avec le montant du RMI en Algérie, on vit très bien. Oui. Là-bas, les gens arrivent à vivre. Ma foi, si on touche 400 €, 700 € et ça, et on part là-bas, on vit, ma foi, on vit à la merveille. Hein. On ne manque de rien. Il y a presque des gens qui touchent le RMI sans rester ici en France. Dans cette famille, rien d'anormal. Mais en plaisantant, la dame va se laisser aller à dénoncer ceux qui abusent du système. Au départ d'Algérie, est-ce que déjà ça arrive que des gens se disent va en France, là-bas tu peux toucher et après tu reviens? Tout le monde dit ça. Comment ça se passe? Ils en parlent entre eux là-bas? Oui, tout le monde dit ça. Vous y allez, vous vivez, vous prenez vous allez prendre de l'argent, vous allez toucher de l'argent, vous allez toucher l'RMI, vous allez... Tout le monde dit ça. Ça va, ok. Tout le monde dit ça, car la combine a l'air simple, mais pour avoir droit aux allocations, il faut remplir 2 conditions. Être français ou posséder un titre de séjour valide et avoir une adresse en France. Chaque semaine, les contrôleurs de Marseille détectent une dizaine de fraudeurs qui touchent des allocations, mais qui habitent à l'étranger. Une pratique qui se répand. Dans d'autres régions, les CAF sont confrontés à des cas similaires avec des populations venant d'Europe de l'Est. Marie est contrôleur depuis 2 ans. C'est la petite dernière de l'équipe. Elle est sur la piste d'un homme suspecté de fraude au RMI. Il toucherait l'allocation d'insertion depuis 10 ans alors qu'il aurait une activité professionnelle. Le fraudeur avait donné une fausse adresse, mais Marie a fini par le retrouver. Une enquête de voisinage lui a permis de découvrir que le RMiste avait un train de vie plutôt élevé. Une voisine m'a déclaré que, en fait, d'une part, il y avait un couple et que d'autre part, le monsieur avait une entreprise de bâtiment et il avait une BMW. D'ailleurs, Marie remarque une grosse berline de marque allemande garée au pied de l'immeuble. Là, on trouve une BMW qui a effectivement du matériel apparemment de construction. Il se peut qu'on soit justement face à la BMW de ce monsieur. Je vais noter le numéro parce que je pourrais me renseigner auprès de la préfecture. Mais en fait, dans le cas de ce monsieur, il faut dire qu'il est quand même RMiste depuis environ 10 ans. Marie est déjà venue quelques jours plus tôt, mais l'homme était absent. En entrant, elle observe un détail, une petite modification intervenue depuis sa dernière visite. Il est à noter que lors de mon précédent passage, il y avait une étiquette au nom de bâtiment qui a disparu. L'homme essaye visiblement de dissimuler son activité de chef d'entreprise en bâtiment. Bonjour. Je cherche monsieur. C'est vous, c'est la caisse d'allocation familiale. Je peux vous voir un petit moment ? Merci. À l'intérieur de l'appartement, des meubles neufs et un ensemble home cinéma. Marie essaye d'abord de tirer au clair l'histoire de la fausse adresse. Comment se fait-il que vous ayez donné cette adresse à la sécurité sociale ? Parce que je vais expliquer pourquoi. Et ensuite, sur la boîte aux lettres, il y a votre nom aussi. J'ai dit oui. Expliquez pourquoi. Parce que moi, ma soeur, elle me fout les courriers. Donc, initial, c'est comme une mère. Il y a des courriers que je n'ai pas qu'elle sache que j'ai maîtresse ou quoi. Je n'ai pas qu'elle sache. D'accord. C'est tout. Et moi c'est une copine de c'est l'amie de ma femme. Du coup, ça ne vous dérange pas que je mette des courriers chez vous? D'accord. C'est une amie de votre femme? Pourquoi vous avez une femme? Vous êtes marié? Non, une amie de ma soeur. Ah, une amie de votre sœur. Le RMiste essaye de brouiller les pistes. En fait, il ne veut pas avouer qu'il habite ici avec sa compagne, car celle-ci perdrait son allocation de parents isolés. Déjà c'est pas chez moi. Je suis même pas très ici déjà. Je suis venu parce que vous savez pourquoi je suis venu? Je suis venu pour vous. Oui, parce que vous avez eu mon mot. J'ai eu votre mot. Et ce qui me gêne un petit peu, c'est que aux impôts, on m'a dit que vous payiez une taxe d'habitation ici pour ce logement. J'habite pas ici. À quelle adresse vous habitez? Igolin. Je sais pas quoi, Igolin, j'habite. Je sais pas ce que c'est la place d'Aix. La porte d'Aix? La porte d'Aix. Ouais. Derrière Igolin, j'habite. Il y a une rue Igolin là-bas? Oui, Igolin. J'ai votre numéro. Vous avez le numéro? J'ai la voiture que j'ai. Les explications du RMiste sont de plus en plus confuses. Vous êtes toujours bénéficiaire de RMI? Non, je suis au chômage. Vous êtes au chômage maintenant? Depuis quand vous êtes au chômage? Parce que vous avez travaillé à la compagnie... Vous avez qui m'avez trouvé?
Vous posez des questions? Non, mais je vérifie ce que j'ai trouvé, c'est normal. Hein. Parce qu'en fait, moi, ce que je vois, c'est que aux impôts, en 2003, vous avez gagné 12 396 €. On ne va pas se prendre la tête. Maintenant, je veux savoir une chose. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a exactement? Non, mais moi, je veux juste savoir quelle est votre situation réelle, c'est tout. Je suis au chômage. Mais si vous êtes au chômage, c'est que vous avez travaillé. Bien sûr. Vous avez travaillé en 2002, vous avez gagné 15 053 €. Et en 2003, 12 396 €. Mais est-ce que vous remboursez? Je vous rembourse. Il faudra rembourser le RMI. Madame, c'est pas un problème. D'accord. Donc vous rembourserez le RMI? Oui. D'accord. Apparemment, l'homme n'a pas de souci d'argent puisqu'il propose tout de suite de rembourser. La CAF va lui réclamer ses 2 dernières années de RMI, c'est le maximum autorisé par la loi, soit 10 180 €. Une bonne affaire pour lui, il touchait le RMI depuis plus de 10 ans et il ne risque aucune poursuite judiciaire puisqu'il aurait simplement oublié de déclarer son activité professionnelle. Retour à la CAF du 14e arrondissement de Marseille. Les gens sortent pour rentrer. Nicolas est le responsable de l'accueil. Il est appelé en urgence. Une mère de famille proteste dans un bureau. Cette femme prétend qu'elle vit seule, elle touche une allocation de parents isolés. Mais la CAF la soupçonne d'avoir un conjoint. Elle a toujours refusé d'ouvrir sa porte au contrôleur. La CAF a suspendu ses versements. Elle réclame son argent. Je ne peux pas, monsieur, rester sans sous. J'ai un bébé qui pleure pour le Mais madame, on ne peut pas faire d'acompte immédiat. Je vous ramène les papiers, mais dépannez-moi. Madame, si vous ne ramenez pas les papiers, c'est sûr que dans tous les cas, on ne pourra pas vous payer. Sur ma tête que je vous les ramène. Eh bien alors, allez les chercher. Mais c'est pas moi, je suis fatiguée, je suis très malade. Très fatiguée. Je vais tout faire, je peux pas rester comme ça, monsieur. J'ai pas un centime, oh. Prenez-le quand même, oh. Bon madame, si vous ne me laissez pas parler, de toute façon, ça ne va pas le faire. Hein. Je peux pas, je suis malade, je prends mes cachets de tremblement, je suis très malade. Montrez-moi déjà votre pièce d'identité, comme ça on va le noter. Je suis née ici, monsieur, à Istres. Mais il n'y a pas de problème. Mais il faut qu'on note le numéro de votre pièce d'identité. Regardez qu'est-ce qui m'arrive. Je suis née ici, à Istres. Elle va se périmer pour que j'arrête. Devant la situation de détresse de cette femme, Nicolas décide de payer. Le chèque, on pourra vous le faire pour demain 14 h. Déjà, en plus, on vous le fait plus tôt que prévu. Hein. Mais comment se fait-il même pas un centime, même pas un euro? Mais madame, nous aussi, on n'est pas une banque. Hein. D'accord? Donc on ne peut pas faire autrement. Là... Tout le monde vit sur le dos des allocations. Et oui, mais on ne peut pas vous faire un retrait d'argent comme ça immédiatement. J'espère que ça ira mieux demain parce que j'ai pas dormi. Vous venez avec la carte d'identité. Allez, au revoir. À demain, madame. Demain 14 h. Hein. Et surtout, faites ramener les papiers avant 11h30, sinon on ne peut pas faire le chèque. Hein. Il est quelle heure, vous m'avez dit? Il est 10h30. Cette femme a-t-elle fraudé? Nicolas n'en a pas la preuve. Mais il décide de faire le chèque car il ne s'agit pas d'une escroquerie, mais de ce qu'il appelle une fraude de survie. On ne va pas aller lui suspendre, lui supprimer 6 000 ou 7 000 francs de droits mensuels, parce qu'elle n'a que ça pour vivre. Comme elle a dit, comment je fais pour manger? Dans ces cas-là, vous pensez aux enfants, quoi aussi. On pense aux enfants, on pense à la situation de la personne. Je veux dire, ça peut avoir beaucoup de conséquences quand même si on ne la paye pas. Si cette personne rentre chez elle, que ses enfants n'ont pas à manger, enfin, on peut tout imaginer. Enfin, je mets au défi n'importe qui de venir, de dire « Madame, je ne vous paye pas ». Enfin, je veux dire, c'est comme si on l'a condamnée presque à mort, quoi. Je veux dire, comment elle va faire pour survivre? Survivre grâce aux allocations familiales. Cette dame n'est pas la seule. Dans les Bouches-du-Rhône, 30 000 personnes vivent uniquement grâce aux prestations de la CAF. Nous sommes dans le centre de Marseille, un quartier que les contrôleurs connaissent bien. Ils lui ont même donné un surnom, le triangle d'or des hôtels. Des centaines d'hôtels à bas prix qui servent souvent d'adresse fictive aux fraudeurs. Jean est spécialisé dans le contrôle de ces logements. Sa mission, vérifier que les chambres sont en bon état et surtout que les allocataires habitent bien là. Bonjour. Bonjour madame. On peut rentrer? Voilà, j'ai retrouvé votre dossier. Voilà. Ni table ni rien ici. Ah, vous n'avez pas de table, c'est vrai. Hein? Donc là, vous êtes avec monsieur, vous êtes marié, hein? C'est ça? Vous avez combien d'enfants? 2 enfants? 4 enfants. Les 2 autres sont où, monsieur? À l'école. Ils sont scolarisés, les deux autres? Oui, les deux ah autres bon. sont scolarisés. Cette famille vit en France depuis 3 mois. Le couple perçoit le RMI. Il demande à bénéficier de l'allocation logement.
Mais la loi impose certaines conditions. Il faut au minimum 9 mètres carrés de surface par personne. Voilà, bon, on va mesurer votre maison, votre logement. Allez, je t'embauche. 3,15. De toute évidence, la chambre est trop petite pour 6 personnes. L'allocation logement devrait être refusée. Par contre, madame, je vous dis tout de suite, monsieur, dame, c'est que le logement est petit, là. Hein. Oui, c'est très petit. Vous le savez, ça. 4 enfants et on est 6. Donc, d'accord. Vous avez fait des démarches pour essayer de mieux vous loger. Vous avez eu une assistante sociale? On a vu une assistance hier, mais ils nous ont dit qu'il faut faire un dossier. Oui. En France, vous savez, il faut toujours faire des dossiers. Oui. Donc, allez les voir, et je suis sûr qu'elles vont vous écouter et puis s'occuper de vous. Hein. En attendant qu'ils trouvent un logement plus grand, Jean a la possibilité de leur accorder une dérogation. Il décide de leur verser l'allocation logement à titre provisoire. Quand il y a des enfants au milieu, bon... parce que là, vous n'en avez que 2, après les 2 autres. Hein. Et quand on sait que les petits, c'est jamais... C'est turbulent, quoi, un petit. Ça va dans tous les sens. Bon, quand vous avez un univers qui est réduit, forcément, après, vous ne voyez pas les choses différemment. Tout est réduit, quoi. Comme tous les contrôleurs de la CAF, Jean se trouve souvent confronté à des cas de conscience. On ne peut pas être indifférent à la détresse humaine. Et des fois, bon, c'est difficile, quoi, à piquer, quoi. Moi, il m'arrive souvent même de penser à des cas et de dire, pétard, là, on va supprimer, mais bon, il y a des enfants derrière, je suis malheureux, quoi. Mais je suis obligé de le faire. Les hôtels du quartier sont systématiquement contrôlés car certains hébergent des fraudeurs. Dans celui-ci, Jean veut vérifier la présence d'un allocataire qui perçoit tous les mois 600 € de RMI et d'allocation logement. Cet allocataire-là, donc il est rentré le 6 août et le 6 septembre, on ne l'a plus vu, c'est ça? Il a pu régler son loyer depuis. Il m'a laissé la chambre pleine d'affaires et il n'est pas revenu. Il n'y a pas que vous qui me le disent, ça. Il y a plusieurs fois ça arrive. Dès qu'il touche le 6, c'est pareil, il revient. Voilà. Dès qu'il touche son truc, il s'en va. La chambre. Pourquoi le 6? Parce que le 5, le 6, il touche. C'est le début de l'argent, il ne revient plus après. Une fois l'argent sur son compte, le fraudeur est parti sans payer et sans même prendre la peine d'emporter ses affaires. Et donc ça, monsieur, ça arrive souvent Oui, ils sont confrontés à ce genre de problème, les hôteliers. Ouais. Pratiquement, bon, 3 clients sur 20, ils laissent leurs affaires et ils partent. Par mois, quoi? Par mois, oui, sans donner de nouvelles après. Ouais. L'arnaque ne fait aucun doute. Dans ce cas, Jean n'a pas d'état d'âme. Il supprime le RMI et l'allocation logement du tricheur. Dans le même hôtel, au 2e étage, Jean va rencontrer un couple de personnes âgées qui vit dans une situation difficile, mais qui n'a droit à aucune prestation sociale. Ça vous dérange, je n'insiste pas, madame. Hein. Si votre mari est fatigué, on ne va pas vous déranger. Hein. Vous pouvez rentrer une minute. Hein. On ne vous dérange pas? Oui. Le couple vit dans cette chambre de 12 mètres carrés sans sanitaire depuis 7 ans. Mon mari qui a tout fait. C'est vrai? C'est votre mari qui a tout fait? Oui, oui. Et là, vous avez quoi, le RMI? Vous êtes au RMI? Vous avez le RMI? Moi, j'ai la retraite. Vous êtes retraité? Moi, j'ai rien. Vous avez rien, vous? Rien. Ah bon? Et vous n'avez rien? Si le mari n'a pas droit au RMI, c'est à cause de la retraite de sa femme. Voilà. 600 €. Il faut trimer. Vous faisiez quoi comme travail avant? C'était blanchisserie, blanchisseuse. J'étais jusqu'à 1980. D'accord. Et là, vous avez quel âge? J'ai 69 ans. 69 ans, vous avez travaillé combien de temps, donc? Ben, depuis l'âge de 15 ans jusqu'en 80. Et vous arrivez à combien de retraite, s'il vous plaît? Vous m'avez dit combien? 600 €. 610, quoi. Okay. Ça a été pour ma retraite ce matin parce que je ne pouvais pas sortir. Je ne tiens pas beaucoup sur les jambes en ce moment, je suis très nerveuse. Ouais. Et il a été pour rien, c'était pas arrivé à la poste. Ah. Alors on l'attend jusqu'à demain maintenant. Vous avez des difficultés pour vivre, madame? Non, pour l'instant, non. Allez, au revoir, messieurs, dames. 600 € par mois, trop pour toucher le RMI, mais pas assez pour vivre décemment et payer le loyer d'un appartement digne de ce nom. Ça me touche énormément, d'autant que bon, cette personne nous a déclaré par exemple qu'elle encaissait au bout de tant d'années de travail, puisqu'elle a commencé à travailler à 15 ans, elle nous a dit qu'elle encaissait 600 € de pension par mois. Or, si on analyse bien, par exemple, quelqu'un qui fraude au niveau du RMI, bon, il va avoir le RMI, donc plus son allocation de logement, plus la mutuelle gratuite, et si on additionne tout ça, pour quelqu'un qui n'a jamais travaillé, ben, il va percevoir plus que cette dame-là. Ça vous fait mal au cœur? Ça me révolte, pas que ça me fait mal au corps, ça me révolte. Franchement, c'est révoltant et je me demande qui ne peut pas être révolté devant des situations pareilles. Nous retrouvons Marie à la caisse d'allocation familiale.
Le couple qu'elle va contrôler n'a rien d'un couple en détresse. Mari et femme ont une situation sociale enviable, mais curieusement, ils touchent le RMI depuis 2 ans. Les plus grosses fraudes, c'est chez des personnes d'un haut niveau social. D'autant que, bien souvent, les personnes qui fraudent comme ça, des personnes qui ont de gros revenus qui fraudent, souvent, c'est parce que le bénéfice du RMI leur permet d'être exonérés de toutes sortes d'impôts. C'est-à-dire, il n'y a plus de taxes d'habitation, pas de taxes foncières, pas d'impôts, pas de taxes de télé, pas de... pour les enfants, des bourses pour les enfants. Enfin, je veux dire, c'est tout l'environnement du RMI qui est souvent le plus important. La maison du couple est nichée dans la campagne autour d'Aix-en-Provence. Oui, c'est vraiment en pleine campagne. Donc ça y est, on est arrivé. Bonjour. C'est la caisse d'allocation familiale. Vous êtes toujours reporter photographe? Oui, je suis en train de... Reporter photographe, il ne trouve pas de travail dans sa branche. Son épouse, chirurgien dentiste, aurait revendu son cabinet. Ils seraient l'un et l'autre à la recherche d'une nouvelle activité professionnelle. On comprend la situation ici parce qu'on est dans une belle maison, mais ce qu'on comprend pas... Vous êtes propriétaire de cette maison? Non, on n'est pas propriétaire. Bon, nous, on essaie de développer une activité professionnelle. Ils disent que la maison, déjà, que 3/4 des pièces sont consacrées à ce développement. Bon, mais c'est un dialogue de sourds, quoi, c'est sûr. Parce que là, ça vous coûte combien, par exemple, le loyer ici? 1 500 €. 1 500 € de loyer, alors qu'ils sont censés vivre avec seulement 600 € de RMI par mois. Pour Marie, ce couple a des ressources cachées. Alors, comment faites-vous pour... On vit sur nos réserves. Sur vos économies? Oui, moi j'ai vendu mon cabinet. Des réserves qui auraient permis d'acheter du matériel informatique haut de gamme et des bureaux neufs. Pourtant, ils affirment avoir besoin du RMI pour vivre. Est-ce que vous pensez que c'est du ressort de la caisse d'allocation familiale, justement, de vous aider à payer un loyer aussi important pour bénéficier de bureaux? C'est du ressort de qui, alors? Oui, c'est du ressort de qui? Puisque justement, toutes les autres aides, on n'y a pas droit. Parce qu'on n'est pas chômeur de longue durée, parce que il y a toujours quelque chose. Hein. Ouais. Oui, mais d'un autre côté, le RMI, c'est quand même une aide vraiment pour des personnes en situation très particulièrement précaire. Est-ce que... pas comme en situation précaire. C'est un petit peu difficile de... Si on ne peut plus payer notre loyer ici, on est dehors. Non, mais là, effectivement... Mon entreprise fonctionne, il faut que les gens m'appellent, etc. Il faut que j'ai un numéro de téléphone, il faut que je puisse stocker des livres. Il faut que je puisse développer mon activité. Parce que le jour où vous êtes à la rue, qu'est-ce que vous allez faire pour nous, hein? Mais pour nous, quand même, déjà, effectivement, une maison comme ça, dans la mesure où on voit... On contrôle toute la journée des bénéficiaires de RMI, on n'a jamais ce... Oui, bien sûr, voilà, voilà. Pour la CAF, le RMI n'est pas une aide à la création d'entreprises, il va leur être supprimé. Le RMI n'est pas là pour pallier au manque des autres administrations. Mais c'est vrai que ça paraît un petit peu anormal de ne pas aider des gens comme ça qui essayent de s'en sortir. On voit qu'il y a vraiment une volonté de s'en sortir. D'un autre côté, est-ce que le RMI est fait pour ça? Toute la question reste posée. Pour son dernier dossier de la journée, Marie ne le sait pas encore, mais elle va découvrir une véritable fraude organisée. Au départ, une histoire de quittance de loyer douteuse à l'entête d'une agence immobilière bien connue à Aix-en-Provence. On a un allocataire qui nous a donné des quittances de loyer venant de l'immobilière du Palais. Or, l'immobilière du Palais nous a signalé qu'en fait, ça n'était pas du tout son locataire. Alors voilà le dossier. Déjà, la quittance de loyer qu'on nous a donnée pour pouvoir contrôler est faite à la main. Or, l'immobilière du Palais nous a dit que toutes leurs quittances de loyer étaient faites informatiquement. Donc, en aucun cas, ça ne pouvait être eux qui l'avaient établi. Et donc, l'immobilière du Palais nous a prévenu qu'en fait, ça n'était pas leur tampon. Le numéro de téléphone n'est pas bon non plus, puisque c'était un remix du numéro de téléphone et du numéro de fax. Info qui a permis aux fraudeurs d'encaisser depuis 2 ans et demi les allocations logement et le RMI. Environ 230 € d'allocation logement, plus donc 367 € de RMI. Au total, près de 600 € par mois. La fraude semble évidente, mais Marie doit la vérifier sur place. Elle se rend à l'adresse indiquée sur les fausses quittances. Donc le nom de monsieur n'apparaît nulle part. Une seule sonnerie ne porte pas de nom, donc on va quand même essayer de sonner là. Bon, ça ne répond pas, donc on va quand même essayer de se renseigner auprès des voisins, voir si quelqu'un le connaît.
Et puis surtout voir si on peut accéder au hall d'entrée pour voir les boîtes aux lettres, puisque souvent les boîtes aux lettres nous donnent plus d'indications que les sonneries. On n'a pas trop de chance. Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger, c'est la caisse d'allocation familiale. Je cherche monsieur. Est-ce que vous connaissez? Pardon? Vous ne connaissez pas? Est-ce qu'il vous serait possible de m'ouvrir la porte du hall pour que je vois s'il y a une boîte à lettres? Merci. Le fraudeur n'a même pas pris la peine de poser une boîte aux lettres. Alors, aucune boîte à lettres ne porte le nom de monsieur. Une seule boîte aux lettres sans nom, mais il n'y a pas de courrier dedans. Je constate qu'il y a pas mal de courriers. Donc, je vais me permettre de vérifier un petit peu les courriers qui sont là pour voir si par hasard j'en trouve au nom de notre allocataire. Et là, Marie va avoir une surprise. Il n'y a absolument aucun courrier au nom de notre allocataire. Par contre, je note quand même une lettre de la CAF, plusieurs lettres de la CAF d'ailleurs. Je pense que je vais les récupérer, ces deux lettres, pour prévenir la CAF que ces deux personnes ne résident pas là. Marie ne repart pas les mains vides. Les deux lettres qu'elle vient de découvrir appartiennent peut-être à d'autres fraudeurs qui utilisent la même adresse. Le lendemain matin, Marie commence par vérifier le contenu des deux lettres. Bon, de toute manière, on va les... Il s'agit de déclarations trimestrielles, un document que les RMistes doivent remplir tous les 3 mois pour toucher leur argent. Alors voilà, cet allocataire perçoit le RMI et l'allocation logement. Alors, ce qui est bien, c'est que par rapport à l'allocation logement, on va pouvoir trouver son bailleur et savoir auprès du bailleur s'il est toujours dans les lieux, s'il paye bien. Et alors, il se trouve que c'est l'Immobilière du Palais. L'Immobilière du Palais, souvenez-vous, la même agence que le premier fraudeur. Marie va vérifier dans sa base de données s'il s'agit bien du même faux tampon que dans le dossier précédent. C'est exactement le même tampon avec les mêmes erreurs. Il semblerait qu'il y ait eu un tampon de créé au nom de l'Immobilière du Palais et qu'à ce moment-là, on nous fasse de fausses demandes d'allocation logement. Et alors, on va essayer de faire le deuxième également parce que si c'est exactement la même situation, ça va être vraiment intéressant parce que ça voudrait dire qu'effectivement, il y a peut-être un réseau qui s'est créé. Alors, là, on a la quittance, l'attestation de loyer et nous avons toujours le même tampon. Il s'agit donc d'un réseau, 3 personnes et peut-être plus qui utilisent les mêmes fausses quittances de loyer et la même fausse adresse. Là, c'est plus une fraude de survie, là c'est de la vraie fraude, c'est faux usage de faux. Je pense qu'il y aura des poursuites, c'est sûr. Marie va saisir le service du contentieux qui entamera les poursuites judiciaires. Une procédure qui risque de durer plusieurs mois, le temps de rassembler les preuves de la fraude avant de présenter le dossier au parquet. Les fraudeurs, si on les retrouve, risquent de rembourser l'intégralité des sommes détournées. En attendant, ils ont réussi à empocher plus de 60 000 € en 2 ans et demi. En 2004, le montant officiel de la fraude dans les Bouches-du-Rhône s'élève à 2,5 millions d'euros. Un chiffre probablement bien en dessous de la vérité, car les tricheurs ne sont pas tous démasqués. Le chiffre réel de la fraude est inquantifiable.